bonjour à tous. Donc c'est la dernière émission de l'année et pour cette émission, donc je vous propose un programme intéressant. Donc pour commencer, nous allons donc au cœur des services donc des urgences de l'hôpital Gaston Bourré. Donc grâce à la caméra de Alexandre Sigura, nous verrons comment ça se passe là-bas aux urgences et on en parle avec Anna Chiron dans notre rubrique et on s'occupe de vous. Ensuite, pour notre rubrique Demandez le programme, Chloé Yentao nous propose le spectacle sur la cigale, donc Tiri en langue païti. Donc un spectacle qui sera présenté par les jeunes du collège et l'école primaire de Koné. On en parle avec Chloé Yentao dans notre rubrique Demandez le programme. Et enfin, pour notre rubrique C'est sport, nous verrons comment se prépare donc le meilleur ami de l'homme, les chiens, pour la course d'obstacles. On en parle avec Jamie Waymo dans notre rubrique C'est sport. Voilà, donc c'est le sommaire de cette dernière émission de l'année. Mais avant de développer tous ces sujets, retrouvons notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui Sam Laupio, donc le directeur du centre culturel Pomemi de Koné. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Elise. Alors, on est là pour à la fin de l'année, on est là pour parler un peu de la programmation, mais surtout de faire le bilan cette année, une programmation qui a été chargée depuis l'inauguration jusqu'à aujourd'hui et même avant. Alors, quel est le bilan aujourd'hui que le centre Pomemi fait de sa programmation ? Donc tout d'abord, je salue en fait tous les auditeurs et je salue aussi toute la population de la province Nord et tous les artistes en fait qui ont contribué à la programmation culturelle du centre culturel Pomemi. On en tire un bilan positif. Donc pour cette année, pour la programmation culturelle du centre culturel, nous avons posé 4 axes stratégiques pour justement développer nos actions. Tout d'abord, on a la création artistique, l'accompagnement à la création artistique, on a la formation des acteurs culturels et des artistes et enfin la diffusion des différents spectacles dans notre zone. D'accord. Donc c'est sur ces stratégies-là que vous avez fait le choix des artistes, mais ça ne s'arrête pas qu'aux artistes de la province Nord. Non. À présent, on s'ouvre vers aussi la province Sud et vers les îles aussi. Et comment se fait justement vraiment le choix, à part que sur les stratégiques, justement les choix des artistes ? Donc, premièrement, on essaie d'accompagner en fait tous les artistes qui sont demandeurs d'accompagnement. À présent, nous avons constaté par rapport aux années précédentes que les artistes ont vraiment besoin d'être accompagnés par nous, les collectivités, nous les opérateurs culturels provinciaux surtout. Et donc, notre rôle est de les accompagner premièrement. Après, nous avons donc, par rapport à la politique culturelle mise en place par la province Nord, nous commençons déjà par les artistes de la province Nord, mais nous savons plutôt que nous avons aussi des compétences à l'extérieur de la province Nord. Donc, pour cela, nous faisons appel aussi aux artistes de l'extérieur pour qu'ils puissent échanger et pour pouvoir justement développer les actions. Alors justement, est-ce que c'est là l'enjeu de la culture en province Nord? C'est de pouvoir partager, d'exporter la culture, la production des artistes de la province Nord à l'extérieur et même des échanges entre les îles et le Sud. Oui, effectivement, déjà, premièrement, les artistes de la province Nord sont très demandeurs. Il y a eu tout un travail de sensibilisation auprès de ces artistes. C'est sûr qu'au départ, ce n'était pas évident parce qu'il fallait les chercher, il fallait monter vers les tribus, vers les communes de la province Nord, de l'extrême Nord. Et nous avons constaté aussi que pour innover aussi notre programmation, il fallait aussi une ouverture vers l'extérieur. Donc, nous avons pu travailler avec les autres provinces. Cette année, nous avons aussi une ouverture vers le Pacifique. Nous avons eu une coopération avec la Nouvelle-Zélande et tout se passe très très bien. Et les artistes sont convaincus et maintenant ils sont plutôt prêts et rassurés pour pouvoir entamer justement le... D'accord. Alors, il y a un sujet qu'on entame souvent quand on invite ici des artistes, c'est le statut en fait des artistes. Donc, vous rencontrez toute l'année des artistes. Est-ce qu'on vient vous voir pour dire, voilà, on ne vit pas de notre art, donc comment on va faire? Est-ce qu'il faut améliorer le statut? Comment il faut faire justement quand un artiste vient vous voir
pour justement pour voir cette problématique? Oui, c'est sûr que c'est un sujet très sensible et dans la province Nord, en fait, on est confronté à ce problème et nous constatons qu'il y a quand même un grand groupe d'artistes qui vivent de leur pratique artistique et notre rôle, c'est de les accompagner, de les faire connaître, de les rassurer et leur dire qu'ils ont aussi leur part dans notre société, dans la construction de notre pays et que leurs pratiques sont très importantes aussi. Donc, nous interpellons aussi les différentes institutions pour qu'ils puissent aussi nous accompagner dans cette démarche-là. Alors justement, la création de structures fait qu'aujourd'hui, c'est équilibré par rapport à la province Sud. Est-ce que justement, vous notez ça, qu'il y a un équilibre aujourd'hui? Oui, on peut le dire. Parce que souvent, on parle de déséquilibre entre le Nord et le Sud. On peut le dire de par justement les nouvelles, toutes les infrastructures. Nous avons pas mal d'infrastructures culturelles qui sont sorties de terre dernièrement, comme le centre culturel avec la nouvelle salle d'exposition de 189 mètres carrés, une scène fixe. Donc, on commence à trouver, à avoir l'équilibre justement entre les deux provinces. Mais en tout cas, il y a tout un travail de fond à faire. Et nous sommes prêts à accompagner les artistes, les associations culturelles pour que ce soit équilibré. Alors en termes de fréquentation, est-ce que depuis l'inauguration et même avant, est-ce que le nombre a augmenté, le nombre de gens qui viennent voir les spectacles? Donc, je rappelle un peu le contexte du centre culturel. Nous étions fermés 3 ans, de 2011 à 2013. Et donc, du coup, nous avons décentralisé toutes nos actions dans les différentes communes que nous couvrons, c'est-à-dire de Poya à Ouigoua, y compris les îles Belep. Et à présent, nous constatons effectivement que le taux de fréquentation est énorme. D'accord. Donc ça va, donc on peut, ça nous rassure. C'est le fait peut-être que justement vos activités ont été décentralisées, du coup les gens se sont habitués à vous. Effectivement, il y avait ce travail de sensibilisation que nous avons fait en fait auprès des populations. Et donc, il y avait une stratégie qu'on avait mise en place, c'est d'aller vers la population. Et la deuxième étape, c'est de les faire venir vers ces nouvelles infrastructures, parce que construire de nouvelles infrastructures, c'est bien, mais maintenant, il faut les remplir avec des choses plus consistantes. Voilà, donc on note un bilan assez positif de l'année 2014. Qu'est-ce que la population de Nord, ou est-ce que la population calédonienne attend pour 2015 au niveau du Centre culturel Pomemi? Donc, parmi les 3 axes stratégiques que j'ai énoncés tout à l'heure, la création artistique, la formation, ainsi que la diffusion, la population attend plus de la création en fait. Ils veulent plus on va dire, de l'innovation dans notre programmation. Et donc cette année, c'est ça que vous allez proposer pour l'année prochaine. Nous allons proposer plutôt pour l'année prochaine. Voilà. D'accord. Alors pour terminer cet entretien, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la population qui nous regarde aujourd'hui, ou aux artistes d'ailleurs? Donc déjà, je remercie tous les artistes, tous ceux qui ont contribué à la programmation culturelle du centre culturel, les acteurs culturels, les collectivités, les mairies. Je remercie aussi les associations culturelles qui nous ont aidés aussi. Et on les interpelle tous à venir au centre culturel, nous visiter, nous rencontrer. On est prêt à les accompagner pour tout ce qui est projet artistique et culturel. Voilà, Sam, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, Élise. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Davina, donc pour l'agenda de la fin de l'année, oui, dernier agenda, c'est ça? C'est ça, bonjour à toi et bonjour à vous à la maison. J'espère que tout le monde va bien pour ce dernier rendez-vous. Ça va, en tout cas moi ça va parce que c'est la dernière fois que je vais te voir. Non, je plaisante. Bon, on va dire que j'écoute pas ce que tu dis, donc si tu es prête, on va donner quelques petites idées de sortie à nos amis, mais aussi les dernières consignes de sécurité avant de se quitter, avant que tu débarrasses ce plancher, pardon. Donc on va y aller tout de suite. On va aller du côté de Nouméa, là-bas, du côté de l'aquarium. Jusqu'au 31 décembre, il y aura des animations sur les coraux, donc avec des projections de documentaires qui pourront aider justement à comprendre un peu mieux le corail. Et puis voilà, s'informer aussi sur le sujet, surtout qu'ici, on en parle beaucoup, mais on ne le connaît pas forcément. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore des choses concernant justement les coraux, et pourquoi pas, chers parents, des idées de vacances, et puis voilà quoi, pour justement connaître un peu. Et puis vous savez que justement les coraux nous protègent. Tsunami, concernant la barrière de corail, c'est important pour l'environnement et surtout en ce moment où on parle de réchauffement climatique. Voilà, et on poursuit notre route du côté
de Koné. Oui, alors on parle d'une activité qui aura lieu le 20 décembre du côté de la NEA. Donc là-bas, il y aura un marché de Noël proposé de 10h à 17h. Puis donc n'hésitez pas à y aller puisque c'est en entrée libre. Et voilà, pour faire les derniers achats. Et puis le soir, il y aura une soirée thématique. Donc là, ce sera l'Afrique qui sera mise à l'honneur. Donc début de la soirée 19h30 jusqu'à 3h du matin. C'est organisé par l'association Ubangi Congo. Donc voilà, l'occasion aussi de découvrir, pourquoi pas, ou de redécouvrir aussi les danses traditionnelles de nos amis africains. Et bien voilà qui vaut le coup d'œil. Ensuite, pour la suite, on va où, Davina? Pour la suite, je t'emmène à Koumak. Chez le VE. Ok, bah allez, on y va. Koumak, où l'association Verti Calédonie propose des stages d'escalade pour les ados, donc les 10-14 ans. Donc avant de vous donner les dates de stage, je vous donne déjà le numéro de téléphone, le 97 38 55, si vous souhaitez vous inscrire ou tout simplement obtenir des informations. Donc concernant les dates, il y a 3 périodes de stage qui sont proposées, à savoir du mardi 6 janvier jusqu'au samedi 10 janvier. Le lundi étant consacré à, on va dire, véhiculer les jeunes qui viennent de Nouméa pour participer à ce stage. Donc voilà, le responsable ira les chercher et les amènera sur Koumak. Ensuite, la deuxième période est prévue du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2015. Et puis la dernière ira du lundi 2 au vendredi 6 février. Et pour suivre dans cette deuxième partie de l'agenda, donc on va rappeler quelques petites informations pratiques et utiles. On commence avec le système chiffré pour les alertes cycloniques. Et oui, voilà, donc le système chiffré, on va commencer avec la pré-alerte. Ça signifie en fait que les cyclones approchent et qu'il faut être donc attentif à tout ce qui est médias, écouter les bulletins météo. Ensuite, quand on est en alerte 1, là, ça signifie que le cyclone arrive dans moins de 18 heures. Donc, il faut se préparer à se mettre à l'abri, à sécuriser la maison. En alerte 2, là, le cyclone arrive dans moins de 6 heures. Et là, il faut penser très sérieusement à se mettre à l'abri, à se protéger. Donc voilà. Et puis il y a une phase de sauvegarde. Une fois que le cyclone est passé, là, il faut quand même faire attention. On ne sait jamais s'il décide de faire demi-tour. Et comme on a déjà dit, alerte 3, c'est sauf qui peut. Non, je plaisante, Davina. Et puis ensuite, on parle aussi de l'interdiction de pêcher les crabes de palétuvier. Et oui, Élise, depuis le 1er décembre et jusqu'au 31 janvier 2015, sur l'ensemble du territoire, il est interdit de pêcher, même de commercialiser le crabe, parce qu'il est en période de reproduction. Il faut le laisser se reproduire si on en veut encore pour les générations qui arrivent. Et puis pour nous, l'année prochaine, déjà, il faut le laisser un peu se reproduire. Donc si vous souhaitez, vous, avoir des informations complémentaires sur le sujet, vous pouvez appeler le 47 72 39. Donc voilà, je tenais juste à signaler aussi que si on ne respecte pas le présent avis, on risque une forte amende et franchement, ça ne vaut pas le coup. Il vaut mieux attendre un petit peu et puis en février, ça y est, tout le monde pourra en remanger. Et pour finir, à l'approche du week-end, quelques petites consignes avant de prendre la mer pour éviter tout incident. Oui, c'est ça, Élise. Donc, 5 choses à faire avant de prendre la mer. Déjà, il faut consulter, bien sûr, les bulletins météorologiques. Il faut vérifier votre matériel et votre équipement de sécurité. Informer, c'est très important, informer quelqu'un sur l'endroit où vous allez et puis l'heure approximative à laquelle vous comptez rentrer. Donc voilà, prendre aussi connaissance des informations nautiques, comme les cartes ou les avis aux navigateurs, c'est important. Et puis, bien sûr, se munir d'un moyen de communication. Si on a un souci, il faut donner l'alerte, il faut prévenir que voilà, on a un petit problème. Une fois que ces 5 choses sont faites, on peut partir tranquille. Voilà, donc merci Davina. Et puis c'est ta dernière chronique de l'année, tu as un message à passer aux téléspectateurs? Oui, je voulais tout simplement les remercier de leur fidélité et puis je leur donne rendez-vous l'année prochaine sur ce même plateau. Merci aussi à toi, Élise, de nous avoir accueillis avec le sourire tout au long de l'année. Dans la joie et dans la bonne humeur. Merci Davina, passe de bonnes fêtes. Toi aussi. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est sport. Bonjour Jamie, aujourd'hui dans C'est sport, on va parler de l'agility, donc une discipline qui se fait à 4 pattes. Voilà, bonjour Elise et bonjour à tous. Donc à 4 pattes, non pas pour les hommes, rassurez-vous, mais pour le meilleur ami de l'homme, donc longtemps considéré comme étant l'animal de compagnie. C'est en tant que sportif maintenant que certains propriétaires caractérisent leur protégé. Le chien à l'entraînement dans un sport, cela pourrait vous étonner. Eh bien, vous serez encore plus surpris lorsque vous verrez un chien dans une épreuve d'agility, une discipline peu connue des Calédoniens qui puise ses origines
en Angleterre. Donc c'est un Anglais qui l'a inventé. Voilà, il s'appelle John Varley en 1977, qui à l'origine voulait trouver une activité pour distraire le public durant l'exposition canine mondiale qui se déroule à Birmingham. En 1978, le travail et la réflexion aboutissent. Et l'année suivante, donc en 1979, le premier concours est organisé. Donc trois dates à retenir pour les passionnés de l'agility, puis une quatrième, surtout pour les adeptes de la discipline ici en Nouvelle-Calédonie. C'est en 2014, année pour laquelle s'est déroulé le premier concours d'agility du pays. Donc au pays, c'est une nouvelle discipline. Voilà, c'est une nouvelle discipline qui arrive. Élise, en effet, du fait qu'elle vient d'organiser simplement son premier concours, pardon. Mais pour connaître l'histoire de l'agility, son parcours notamment et son arrivée ici au pays, il faut remonter jusqu'en 2008, l'année des premiers rassemblements, des premiers regroupements entre maîtres et chiens de la Nouvelle-Calédonie. Mais pourquoi Jamie avoir attendu 2014 pour organiser son premier concours d'agility? Alors, ce qu'il faut savoir, Élise, pour organiser un concours, il faut obligatoirement la présence d'une commission officielle donc, qui est reconnue par la Fédération française canine. Donc, une commission qui est arrivée que l'an dernier, en 2013. L'avantage d'avoir une commission sur place, c'est qu'elle permet de former avant tout les encadrants, puis de faire venir des arbitres internationaux pour les concours. Cette commission, elle s'appelle le CNEAC, qui signifie Commission nationale d'éducation activité cynophile. C'est elle qui régit tous les concours. Et puis donc cette commission, si on a eu le concours que cette année, c'est parce que cette commission elle a été mise en place par la Fédération française canine que l'an dernier en 2013 pour des raisons diverses. Mais comment se fait-il que la commission ait mis autant de temps donc, à se former? À se former, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes, donc des représentants de la Fédération française canine ici en Nouvelle-Calédonie qui avaient quelques problèmes, on va dire des différends entre les personnes qui voulaient mettre en place le concours d'agility. Donc depuis 2008, comme ces personnes-là ne s'entendaient pas, la personne qui était à la tête de le représentant direct ici en Nouvelle-Calédonie de la Fédération ne s'entendait pas avec les personnes qui voulaient mettre en place l'agility. Donc du coup, voilà, il n'y a eu aucune demande auprès de la Fédération qui a été faite justement pour mettre en place cette commission. D'accord. Ils ont eu quelques différences, quelques problèmes qui sont quand même montés en haut dans les hautes instances de la discipline, c'est-à-dire en métropole. Donc il y a eu des personnes qui ont été remerciées, pour ne pas dire virées, de leur poste actuel pour placer d'autres personnes. Et depuis l'arrivée de des nouvelles personnes, des nouveaux visages, donc du coup, c'est à partir de là qu'ils ont pu travailler et faire monter un dossier pour justement créer cette commission pour qu'elle puisse avoir organisé des concours. Donc sans cette commission, pas de concours. Et puis, la discipline voit le jour en Calédonie. Voilà, c'est pour ça que ça a pris du temps du coup pour mettre en place le premier concours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le premier concours a eu lieu et justement ce fut l'occasion pour nous de pouvoir rencontrer, de pouvoir découvrir ce qu'est l'agility. Je vous propose de découvrir cette discipline dans ce reportage signé Mara Lourde. L'agility, en fait, c'est tout simplement un parcours d'obstacles qui doit être franchi par un chien en un temps donné. Sans erreur, bien sûr, et sans refus. Bref, et après, il y a plein de pénalités. L'agility en Nouvelle-Calédonie, en fait, l'agility en elle-même, elle a été créée, il me semble, en 1930. Ça date en fait de l'Angleterre. C'est-à-dire que pendant les concours de beauté pour chiens, les gens, pendant que les juges délibéraient, ça prenait du temps. En fait, ils ont voulu donner un peu de gaieté aux gens qui attendaient. Et pour les faire patienter, c'était dit pourquoi pas organiser des concours d'obstacles comme pour les chevaux. Hop, slam. Mais à la base, c'était juste vraiment pour du loisir et juste pour donner un peu de fun aux gens. Et par la suite, c'est devenu une vraie discipline parce que ça a plu énormément et ça s'est développé après à travers le monde comme ça. Et en Nouvelle-Calédonie, ça fait tout juste 2 ans que ça existe réellement. C'est-à-dire qu'on est rattaché à cette commission qui nous permet officiellement de pratiquer et d'avoir les moniteurs pour le faire. En fait, il faut une licence. Il faut passer des examens pour y prétendre. C'est-à-dire qu'un chien sans éducation, il ne peut absolument pas faire d'agility puisque c'est vraiment une discipline sportive à part entière. Donc il faut que le chien, étant donné qu'on pratique tous les parcours sans laisse, il faut un chien qui soit à l'écoute, qui ait un minimum, une base d'obéissance pour éviter qu'il aille voir les autres chiens, etc. etc. Slam.
On est le seul club affilié à cette commission qui nous permet de pratiquer cette discipline, d'où le premier concours. Et on espère qu'après, ainsi de suite, les différents autres clubs canins pourront y adhérer et avoir des moniteurs pour développer cette activité en Nouvelle-Calédonie. L'agility représente pour moi une forme de jeu en fait. Je passe mon temps à jouer avec mon chien, ce qui me permet de travailler et d'associer ces deux caractères me donne autant de joie à moi en tant qu'humain et de réception pour mon chien en fait. Je passe mon temps à faire ça et du coup je m'aperçois que ça évolue et j'évolue moi de mon côté et je vois mon chien s'épanouir, grandir et du coup j'essaye de suivre et voilà, en fait, je passe mon temps à faire ça. Pour moi l'agility c'est ça. Donc on a des haies, donc ce sont des obstacles tout simples que les chiens franchissent en les sautant. Vous avez le A qui est une sorte de palissade que le chien franchit avec des zones de couleur puisqu'il doit le toucher avec ses pattes ces zones-là qui sont obligatoires. Vous avez ensuite le slalom qui est tout simplement un slalom. Vous avez le tunnel, qui est donc un passage à travers donc, un tunnel. Une chaussette, qui est également une sorte de tunnel, mais en fait la chaussette est un tissu qui est posé à même le sol, donc le chien doit le soulever pour le passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme on a la passerelle, qui est du coup un peu un obstacle en hauteur, donc ça peut permettre à des chiens qui sont un peu pâteaux ou qui ont un peu le vertige de travailler là-dessus. On a la balançoire, c'est une balançoire, c'est-à-dire que le chien le franchit, qui fait tomber la balance et qui continue le parcours. Balance! Go! Il y a le pneu également, un pneu à travers lequel le chien doit sauter et la table. Le seul obstacle sur lequel est demandé un arrêt de 5 secondes. Tout le parcours d'être franchi en un temps déterminé, sans arrêt obligatoire. La seule chose, c'est la table, effectivement, où le chien doit y rester 5 secondes. Hop, hop, table, stop, go. En fait, plus le chien va exercer cette discipline, plus il va se muscler, puisque ça lui demande des départs très actifs, des arrêts très réactif aussi. Donc on va dire musculairement, ça lui demande un effort plus important qu'une autre discipline. Ça lui demande aussi de l'endurance, puisque plus le chien va être endurant, plus il va aller vite sur le parcours. Et de la souplesse, pourquoi? Parce que par exemple un obstacle comme le slalom, où il doit se tortiller à travers les différents plots posés, ça demande une assez grosse souplesse. Sam. En fait, le chien aborde chaque obstacle d'une certaine manière. Ça lui fait travailler. En fait, en fonction du chien, on va adapter en fait l'apprentissage, parce que tous les chiens ont des facilités sur certains obstacles, moins sur d'autres. Donc, ça va dépendre en fait du chien et de ses capacités propres de base, et qu'on va essayer de développer en fait. En fait, je m'aperçois que j'ai beaucoup de chance d'avoir une relation avec Lucky, donc avec le chien avec qui j'ai travaillé aujourd'hui, qui est beaucoup plus forte qu'au début. Au début, je cherchais, j'essayais de comprendre le chien, il essayait de me comprendre et je m'apercevais que c'était du travail du coup. Et maintenant, la relation est complètement, c'est de l'amitié pour un être humain en fait. C'est un rapport qui est vraiment personnel et tu t'aperçois que ton chien il te regarde différemment et qu'il te suit différemment et qu'il se met à travailler en jouant en fait, et il s'éclate et le but du jeu c'est vraiment ça en fait. Tous les chiens du club ont au moins 2 ans d'obéissance, enfin au maximum 2 ans d'obéissance, puisque ça fait 2 ans que l'activité existe, donc ça fait 2 ans qu'on pratique l'agility et qu'ils ont cette expérience-là. Il y a des jeunes chiens qui vont concourir cette année qui ont commencé qu'en début d'année et qui n'ont pas plus pratiquer ce sport-là puisqu'il n'existait pas sur le territoire. Et donc forcément, ça dépend en fait du travail que le maître fait avec son chien. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est de bien dépenser. En fait, ce qu'on conseille à tous les adhérents, c'est quand ils viennent pratiquer une discipline au club, ils doivent avoir dépensé leur chien au préalable. Puisqu'on va demander au chien de se concentrer, donc l'énergie en trop qui ne lui permet pas cette concentration, ça va faire perdre du temps à tout le monde en fait. Go! Hop! Hop! Ah! L'agility, donc c'est vrai que pour des chiens qui sont plutôt du type chien de chasse, qui utilisent plutôt l'odorat, on va leur demander d'utiliser un sens différent, puisque effectivement on va utiliser beaucoup le corps pour parler. On va montrer par des gestes si c'est à droite ou à gauche qu'il doit le prendre, s'il doit revenir vers nous. Donc le corps, il va parler vraiment au chien. Donc, et par la suite, quand on va travailler à distance, on va demander au chien d'aller prendre des obstacles de loin. Et donc forcément, le chien il doit être
il doit utiliser en fait sa vue principalement pour aller chercher l'obstacle qu'on lui demande de prendre en fait. L'odorat n'est pas du tout utilisé pour l'agility, contrairement à l'obéissance où il y a des disciplines, des exercices vraiment axés là-dessus. Donc l'ouïe aussi, puisque en fonction des différents obstacles, le chien aura intégré un mot par rapport à un obstacle. Donc pareil, il doit à la fois utiliser sa vue mais aussi l'écoute. Slam. Puisque des fois vous avez deux obstacles l'un à côté de l'autre et il doit bien sûr prendre le bon. Donc si le corps n'a pas suffisamment bien parlé, il faut que la voix puisse aider. Donc je dirais que c'est les deux principaux. Allez, hop. Tunnel. Hop. Passe. Tunnel. Tunnel. Slam. Oh, dis donc. Allez, hop. Hop. Yo, c'était presque bien. Au quotidien, ce que ça signifie au quotidien d'entraîner un chien comme ça, c'est du travail. Ça signifie une certaine rigueur et en fait, ça recadre ta vie personnelle parce qu'il faut que tu le promènes le matin, il faut que tu te réveilles plus tôt. Tu sais qu'il a besoin de se dépenser si tu veux pas qu'il mange toutes tes claquettes et que tu veux pas qu'il fasse pipi et caca dans ton jardin. Donc du coup, tu te lèves et au début, bon bah, c'est pas habituel pour un être humain, donc il faut que tu t'y fasses comme lui et du coup, tu passes du temps à avoir de nouvelles sensations, je sais pas. Voilà, nous venons d'assister au premier concours d'agility du territoire. C'était un reportage signé Mara Lourde. Alors, y a-t-il d'autres concours de prévus où la commission ne propose que de l'agility? Alors, il y a d'autres concours de prévus, donc dans différentes épreuves. En plus de l'agility, il y a déjà une autre discipline qui s'appelle le flyball, donc où le maître et le chien, donc deux équipes s'affrontent avec 4 ou 5 chiens. En gros, les chiens doivent effectuer des relais un peu comme on voit en athlétisme, sauf que là c'est plus ludique et puis c'est adapté en chien, on va dire comme ça. Et puis il y a un autre concours que l'on appelle l'obéi rythmé. Donc là, c'est accompagné de son maître. Les chiens doivent réaliser une chorégraphie sur un fond musical. Je pense que ça doit être agréable à regarder. Un bon petit spectacle où tu vois le chien danser. Et puis enfin, il y a l'école du chiot. Là, c'est une épreuve qui met en valeur l'éducation du chiot. Je dirais que c'est la base de tous les concours qui viennent ensuite, en l'occurrence l'agility ou l'obéissance. Alors, quelle est la différence entre l'agility et l'obéissance? Alors, on y arrive. En agility, le chien doit réaliser un parcours dans un temps imparti, tout en évitant le moins de fautes possible. Donc c'est un parcours avec différentes épreuves. Et puis le but, c'est d'être le plus rapide. Le chien qui est guidé à côté par son maître, il faut être le plus rapide. Il faut faire le moins de fautes possible. Donc ça, c'est pour l'agility. Et puis en obéissance, le chien effectue différentes épreuves. C'est le reportage qui a été passé au milieu de l'année dans ces sports. Donc l'obéissance, c'est le chien qui doit gravir les différents degrés d'obéissance. On lui demande de faire des sauts de haie et on lui demande de faire aussi comment on appelle ça, plusieurs étapes sportives et physiques où là, l'objectif, c'est de gravir au niveau des degrés d'obéissance. Voilà la petite différence entre agility et obéissance. Alors qu'en agility, on peut effectuer justement le concours avec n'importe quel chien. Oui, voilà, tu fais bien de le préciser. En agility, on peut utiliser n'importe quel chien, à différence avec l'obéissance. L'obéissance, on requiert, non, c'est obligatoire. On effectue avec des chiens qu'on appelle des bergers allemands, comme un peu le chien que l'on voit dans le film Rex. D'accord. Voilà, mais après, les deux pratiques, elles visent à mettre en valeur l'intelligence et la souplesse du chien. On a un caractère ludique et sportif, bien entendu. Et puis, on gagne beaucoup aussi en matière de complicité entre le maître et le chien, ça c'est une évidence. Et puis, pour pratiquer de l'agility, il faut au minimum de l'éducation et puis avoir une très forte complicité avec son chien, car c'est un travail d'équipe. Le maître encourage son chien tout au long du parcours et lui indique les obstacles. Et donc c'est un concours compétition, mais surtout un rapprochement. Voilà, il faut savoir que c'est beaucoup de rapprochement. Donc entraînez-vous bien avec votre chien, parlez bien au chien et puis n'oubliez pas que ces moments doivent être des moments de rapprochement. Donc pour renforcer encore une fois la confiance qu'il a en vous, amusez-vous et ne forcez pas trop votre chien. Inutile de continuer l'entraînement lors d'une pension pour chien. Le pet sitter ne pourra pas remplacer le lien que vous avez avec votre chien. Donc, amusez-vous bien et puis faites du sport, comme on dit. Voilà, et tout le monde a 4 pattes. Non, je plaisante. Merci, voilà, tout Jamie. le monde a 4 pattes pour encourager son petit chien. Voilà, c'est quand même ta dernière chronique de l'année. Tu as envie de passer un petit message aux téléspectateurs? C'est pour ça que je buguais un peu. D'accord, je dirais que
je suis à peu près par l'émotion. T'as trop travaillé l'année, quoi. Voilà, trop travaillé, et puis avec beaucoup de plaisir toujours. T'es triste de quitter nos téléspectateurs, en fait. Quitter aussi le plateau de la quotidienne, quitter aussi Élise, et puis ça fait quand même quelque chose de, voilà, de se dire que c'est la dernière chronique de l'année. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'année passée avec toutes les chroniques que l'on a présentées, mais je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon développement et au bon déroulement de la chronique C-Sport et puis de la quotidienne également, parce que sans vous, sans votre disponibilité pour faire ces reportages et sans votre, je dirais, votre joie de vivre, parce qu'à chaque fois qu'on venait faire des tournages, les gens étaient contents. Voilà. Les gens étaient bien contents de nous recevoir et puis ça, c'est déjà un plus pour nous pour travailler dans de bonnes conditions. Voilà, on va te dire merci pour leur fidélité, puis on va dire l'année prochaine de renouveler ces relations. Voilà, c'est un an, c'est pas beaucoup, donc voilà, c'est rien dans la vie d'une grande chaîne comme la nôtre, et puis continuez à être avec nous et nous, on essaiera d'être votre parole, votre voix, puis la proximité, on sera toujours là auprès de vous. Puis merci à toi, Élise. Merci beaucoup, merci Jamie. Puis voilà. Quoi dire de plus? Bonne année et puis joyeux Noël. Plein de bonnes choses qui vont avec. Merci à toi aussi. Olé, tia, tchouach. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique On s'occupe de vous. Bonjour Anna, donc nous allons au centre hospitalier Gaston Bourré à Nouméa pour ta dernière chronique de l'année et nous verrons en particulier comment fonctionne le service des urgences de l'hôpital. Bonjour Élise et bonjour à vous. Oui, comme tu dis, la dernière de l'année et on termine en beauté donc avec le service des urgences qui donc je pense qu'il va être très sollicité cette période de fête. Effectivement. Donc on ne le présente plus, l'hôpital Gaston Bourré, tous les Calédoniens le connaissent, il fait partie du paysage si je puis dire. On y a été au moins une fois, soit en consultation, soit pour aller visiter des malades ou même en étant hospitalisé soi-même. Hospitalisé, oui. Mais pour la petite histoire, peut-être que tout le monde connaît moins, donc je vais vous la raconter, si tu veux bien, Élise. D'accord, un petit cours d'histoire. Alors, on va remonter jusqu'en 1856 pour connaître le début de l'histoire. Alors, c'est le capitaine Tardy de Montravel, en débarquant, donc, qui entreprend de construire un fort qui s'appelle le fort Constantine. Donc, ce fort, il devient en 1860 l'hôpital maritime. Et 10 ans après, il devient hôpital militaire. Donc, à ce moment-là, on construit les bâtiments centraux, mais le reste, ça reste des pavillons. Ensuite, à l'époque, le personnel, il est choisi parmi les libérés et les forçats. En 1898, il devient hôpital colonial, et là, les locaux, ils vont évoluer donc petit à petit au fil des années. En 1938, on peut signaler la construction des bâtiments de réanimation, donc, qui avait à l'époque 14 places. Et puis enfin, en 1964, la création du service de neurologie, déjà à l'époque. D'accord, donc il a une sacrée histoire, cet hôpital. Alors, il y avait même une maternité à l'époque, apparemment. Oui, tu ne te trompes pas, Élise, il y avait une maternité. Donc, dans les années 1980, donc, on construit une nouvelle unité qui regroupe la maternité, la gynécologie obstétrique. Et puis, en 1983, on rachète l'hôpital de Magenta, qui était à l'époque une clinique privée. Et depuis, c'est là que se trouve donc le service de maternité. Alors, cette maternité de Magenta est pratiquement toujours remplie. Les femmes viennent, on va dire, de tout le territoire pour y accoucher. Eh bien, figure-toi, Élise, qu'il y a plus de 2000 bébés qui naissent chaque année à l'hôpital de Magenta. D'accord. Donc le CHT n'est plus un hôpital militaire, mais est devenu un établissement public. Oui, alors en 1981, en fait, il est devenu centre hospitalier territorial de Nouméa et ensuite il est devenu centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie. En tout cas, il a une sacrée histoire et un beau parcours, donc, cet hôpital, et les Calédoniens ont pu voir son évolution au fil du temps. Donc il a eu également des rénovations, des nouveaux bâtiments et des nouveaux équipements aussi. Oui, on peut signaler aussi en 2000, il y a eu le bâtiment P en fait qui a été inauguré, c'est le plateau technique. Donc c'est un plateau technique moderne qui regroupe lui le service des urgences dont on parlait tout à l'heure, les blocs opératoires, le service de réanimation et de soins intensifs et aussi une unité de stérilisation. Voilà, en tout cas la plupart du temps, quand on arrive justement aux urgences, c'est toujours plein et puis on attend parfois très longtemps. C'est des urgences. C'est vrai, c'est rare que
On arrive aux urgences et on passe dans les 5 minutes qui suivent. Il faut toujours attendre. En fait, il y a 2 types d'urgences, Élise. Il y a les urgences vitales et puis il y a les urgences dites ressenties, c'est-à-dire qui relèvent plus de la consultation non programmée. Alors, quand on arrive aux urgences, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première personne qui nous accueille, c'est une infirmière d'accueil et d'orientation. Donc, elle se charge de prodiguer les premiers soins. Ensuite, elle vérifie ce qu'on appelle les constantes vitales, c'est-à-dire elle prend le pouls, la tension aussi. Après, en fonction du motif de la consultation, donc elle peut aussi vérifier la température, la respiration, l'état de conscience, enfin, etc. Ensuite, suivant, elle va aussi poser des questions, l'infirmière, par rapport sur nos antécédents médicaux et chirurgicaux, si on a déjà eu des opérations chirurgicales. Elle peut aussi interroger sur l'état de nos vaccins ou si on est allergique à telle ou telle chose. Enfin, elle fait un peu un bilan général. Ensuite, une fois que l'infirmière a fait tout ça, on fait un classement parmi les patients. On les classe suivant la gravité, un degré plutôt, un degré de priorité. C'est pour ça que tu dis qu'on attend, mais en fait c'est parce que s'il y a eu un accident par exemple ou quelqu'un, je ne sais pas, qui s'est intoxiqué, voilà, il va passer avant l'autre. Alors voilà, c'est ce qu'il faut savoir aux urgences, il faut prendre son mal en patience. Mais moi je te conseille de nous rendre justement aux urgences grâce à la caméra d'Alexandre Sigura qui s'est rendu là-bas pour nous et on regarde le reportage. Le service des urgences de l'hôpital Gaston Bourret est un des services du CHT. Ce service des urgences comporte 5 unités fonctionnelles. Le service d'accueil des urgences, avec une petite unité d'hospitalisation que l'on appelle unité d'hospitalisation de courte durée. Le SAMU, centre 15, avec un numéro unique. Le SMUR, qui est la projection d'une unité hospitalière hors des murs de l'hôpital. Et enfin, il y a le CESU, qui est un centre d'enseignement des soins d'urgence, qui est prévu pour donner une formation au personnel hospitalier, administratif ou soignant. Alors, le service d'accueil des urgences est une unité qui fonctionne bien sûr 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui se compose de médecins qui sont là H24, d'infirmières, d'aides-soignantes et de personnel technique pour faire fonctionner ce service. Voilà, donc là, c'est la porte d'entrée des urgences. Donc les patients arrivent soit sur leurs pieds, s'ils sont assez valides, soit en ambulance ou par les VSAV des pompiers. Ensuite, ils vont rentrer dans le service et être pris en charge par l'infirmière d'accueil et d'orientation. Elle a aussi des articulations cardiaques. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des anticoagulants. Ok, bon, on va essayer de les appeler, voir si on peut avoir le résultat. Bon, j'ai mis à côté le carnet vert d'une dame qui vient d'être amenée par les pompiers pour un problème d'épistaxis ce matin, qui est sous coumadine pour une histoire de fibrillation ventriculaire. Elle a piqué un INR hier, mais elle n'a pas le résultat. Ça a été piqué dans un labo, donc il faudra peut-être leur passer un coup de fil, voir. Bon, là, elle ne saigne plus, donc il n'y a pas de problème. Et puis, elle est en salle d'attente. Voilà, donc au niveau de l'accueil, quand les gens arrivent, on travaille en binôme avec l'infirmière d'accueil de façon à évaluer la gravité de la situation. Et puis le médecin d'accueil peut également alors soit orienter les patients vers les salles d'examen pour que ses collègues s'en occupent soit immédiatement, soit à retardement suivant l'urgence. Ou alors il a également un rôle de consultation pour les patients qui viennent pour des choses pas graves comme des petits traumatismes ou de la médecine qui relève plutôt de la médecine générale. Voilà, donc une fois que le patient est passé par l'accueil et l'orientation,
il va être pris en fonction non pas de son arrivée, mais de son urgence. Et il va être mis dans une salle pour être examiné par un médecin et une infirmière. Mais c'est bien en fonction de l'urgence qu'on fait passer les gens, ce qui fait que les gens qui viennent pour des choses qui ne relèvent pas de l'urgence propre peuvent rester très longtemps aux urgences. C'est ce que les gens ne comprennent pas toujours. Ils disent oui, je suis arrivé, mais je ne peux pas passer. Ah oui, parce qu'il y a des urgences. Et toutes les urgences qui arrivent comme ça, eh bien, elles sont prioritaires, on les met dans les salles, et une fois que nos salles sont pleines, ben, on ne peut plus avancer. Alors c'est une des raisons de la création des médecins organisateurs de l'accueil, c'est que, dans la mesure du possible, s'il le peut, il va gérer une partie de ces petites, ce qu'on appelle dans le jargon de la bobologie, et pour ne pas laisser les gens attendre trop longtemps, autant que faire se peut. Donc bonjour, je suis l'infirmière qui s'est occupée de vous tout à l'heure. Le médecin fait la radio, il n'y a rien de cassé. Là, il faut que je vous fasse une attelle. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un plâtre circulaire, c'est une attelle qui est postérieure au bras, là. Donc, je vais vous mettre du plâtre ici et un plâtre qui va vous englober le pouce parce qu'il y a peut-être une suspicion de fracture du scaphoïde. Donc, il faut immobiliser le pouce. OK ? Donc, une fois que l'infirmière a installé le patient dans le box d'examen, je vais aller l'interroger, l'examiner pour savoir pourquoi il est venu et prescrire les examens complémentaires s'il y en a besoin pour aller plus loin dans son problème de santé. Hein ? Vous vous souvenez du malaise ? Non. Je pensais qu'ils sont passés que j'allais plus d'ici. Donc voilà, une fois que le patient a été pris en charge par le médecin et l'infirmière, dans l'attente soit d'un examen, soit de résultats d'examen, soit d'un lit d'hospitalisation. Et s'il est en position couchée, il va être mis dans cette salle d'attente sous la surveillance d'une aide-soignante qui va gérer les patients qui sont ici. Sinon, s'il supporte la position assise, il retournera en salle d'attente. Voilà, donc nous sommes à l'UHCD, unité d'hospitalisation de courte durée. C'est une unité de 8 box qui ne sont pas vraiment des chambres, puisqu'il y a un sanitaire pour 8 personnes. C'est des petites unités où les patients ont vocation à rester quelques heures pour une surveillance courte. En général, pas plus de 24 heures. Avec l'état de l'hôpital actuel, souvent on héberge des patients qui devraient être dans des services d'hospitalisation classiques. Et c'est en cela que ça devient difficile de gérer le flux de ces patients. Voilà, donc depuis quelque temps, du fait du comportement de certains patients qui étaient un petit peu violents, on a été obligé de mettre en place un agent de sécurité qui assure la sécurité du personnel H24. Comme vous l'avez vu, le service d'accueil des urgences est une structure donc, qui fonctionne H24, qui rassemble plusieurs métiers, qu'il s'agisse du brancardier, de l'aide-soignante, médecin, infirmière, etc. Et qui fonctionne en continu, au gré des urgences. Alors quelquefois ça peut être très calme, et puis il y a des fois où c'est l'enfer, parce qu'il y a une vague de patients qui arrivent, et il faut qu'on arrive à gérer tout ça dans nos surfaces, et avec le personnel qui, lui, est constant. Puisque malheureusement, on ne peut pas le faire à géométrie variable, puisque c'est complètement imprévisible. Voilà, donc on rappelle que les urgences, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc on en sait un peu plus maintenant sur les urgences et sur surtout le fonctionnement de ce service qui voit quand même 23 000 passages en moyenne par an. Alors est-ce que tu peux nous donner le numéro de téléphone à faire pour les urgences ? Mais bien sûr, Elie, je vais te donner ça tout de suite. Alors, il y a le standard qui est le 25 66 66 et ensuite, ils dispatchent dans le service qu'on demande. D'accord. Et puis, juste une dernière précision par rapport au CHT. Il y a d'autres centres qui sont rattachés à Gaston Bourré. On parlait tout à l'heure de l'hôpital de Magenta. Oui. Il y a aussi le centre Raoul Follereau à Ducos et aussi le centre du col de la Pirogue. Et puis, pour terminer avec le CHT, il y a le fameux projet donc, du Medipol. Donc, ça va se trouver du côté de Coutiot et il regroupera le CHT, l'Institut Pasteur
un centre de réadaptation fonctionnelle et aussi un centre anticancéreux. Voilà, donc merci Anna de nous avoir parlé justement des urgences, hein, Gaston Bourré. Et puis j'aimerais te poser une question un peu plus personnelle. C'est la fin, donc c'est ta dernière émission de l'année 2014. Donc qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis cette année? J'espère qu'ils ont été fidèles. Oui, en tout cas, on n'a pas vu l'année passée, hein, si on peut dire ça. On a été heureux d'être là avec vous, de partager, de vous informer. Puis j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Continuez de nous regarder l'année prochaine. Quant à moi, je vous dis tout simplement de passer une bonne fête de Noël, une bonne fête de fin d'année. Et puis, sans abus, bien sûr. Merci, et Anna. Bonne fête à toi aussi. Elise. Merci à toi aussi. Allez, on retrouve notre ami Chloé pour la rubrique Demandez le programme. Salut Chloé. Salut Elise et salut à tous. Alors aujourd'hui, nous revenons sur un projet qui a été porté donc tout au long de l'année par 75 élèves du Nord, donc les classes de 6e et 5e du collège de Connay, et puis les élèves de CM1 et CM2 de l'école Xavier Muller des Alamandas. Ah ben, c'est super, alors explique-nous un peu, c'est quoi le projet? Alors comme je te le disais, c'est l'aboutissement d'une année de travail, et donc ils ont écrit et retravaillé un conte afin de le mettre en scène et de le présenter donc au public et aux scolaires en fin d'année. Alors, c'est quoi une classe CHAM, CAM? CHAM, CHAM, okay. Oh, tout à fait. Alors, une classe CHAM, c'est une classe à horaire aménagé qui a une spécialité. Donc, ça peut être une spécialité sport, ça peut être une spécialité musique, par exemple. Donc, ici, ce sont des classes CHAM spécialité musique, c'est-à-dire que les élèves ont 4 heures de musique par semaine au lieu d'1 heure dans une classe normale. D'accord. Donc c'est super pour les élèves. Ben, les élèves bénéficient donc d'un éveil musical un peu plus approfondi, on va dire, que les autres classes, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Donc dans le conte qu'ils ont écrit, le conte s'intitule Le voyage de Chiriri. Alors Chiriri, c'est une cigale qui ne savait pas chanter et qui va donc faire un voyage initiatique en Nouvelle-Calédonie. Donc initiatique parce que justement, elle va rencontrer différents personnages qui vont l'aider ou du moins l'influencer, en tout cas dans sa quête. Donc il y a par exemple le personnage du Bagnan, le personnage du coléoptère, l'esprit chanteur, etc. Vous allez voir dans le sujet qui va suivre. J'imagine qu'ils ont été aidés par des adultes. Voilà, effectivement. Donc, il y a déjà leur professeur, Madame Pascale Amblard, qui est professeure principale de 5e C, Madame Ingrid Daubigny, qui est la professeure principale des 6e C, et puis Monsieur Jackie Amblard, qui lui est le professeur de musique de tous ses élèves. Et donc, pour la mise en scène, ils ont pu bénéficier de l'aide précieuse et bénévole d'une maman d'élève, qui s'appelle Madame Annette Como, qui a un diplôme justement en mise en scène, et puis également de l'encadrement de professionnels, comme par exemple Wenich Béarounet, toujours pour la mise en scène. Hervé Lecrin, lui, les a aidés donc, pour la partie jouer bambou, il a joué du bambou pour la pièce. Vincent Jamali et Marie-Amélie Botorel, qui eux sont tous les deux professeurs au Conservatoire de musique à Connay, et qui ont travaillé donc, les performances vocales avec les élèves. Et puis enfin, Sylvain Wenetem pour la danse. Donc ce n'est pas que du théâtre, hein, il y a aussi de la musique et de la danse. Oui. Donc ça fait un peu comme une compagnie musicale. Une comédie musicale. Tout comme une comédie musicale, tout à fait. Donc c'est du théâtre à dominante vocale, effectivement, avec une chorale, avec un peu de danse aussi. Et donc ils ont donné leur spectacle à la fin de l'année donc à l'annexe du Conservatoire de Connay, et puis aussi à Nouméa, au Centre culturel Chibaou. Donc c'était le mois dernier, et je vous en dis pas plus. C'est Antoine Reyes qui est allé filmer pour nous. Je vous laisse découvrir plutôt en images le fruit de leur travail de l'année. On est tous différents, l'expression du visage est différente, la corpulence, tout ça, ça fait partie du spectacle. Et la chose la plus importante, c'est que moi, je le dis, on n'abandonne jamais. Quand on a des difficultés, on tient le coup, même si... L'objectif pour nous, c'est pas que vous soyez beau pour les autres, non. Pour nous, l'objectif, c'est que vous arrivez à vous surpasser, là, quand on est sur scène et puis quand il y a des choses à travailler. Non, on va jusqu'au bout. Après, on va faire juste ça, là. Juste ça comme ça. Ouréré. Attends, je fais d'abord. Ouréré. La même note. Ouréré. Ouréré. Attention, le mouvement l'NK, bien ensemble. Ouréré. Avec tout le monde, voilà, comme ça. Ouréré. Bien ensemble, regardez-vous. Ouréré. Sentir le groupe, la vague. Donc, la classe CHAM, qui signifie la classe à horaire aménagé, avec la spécialité de chant choral, a été mise en place en 2013 avec la 6e et poursuivie cette année en 5e.
et sera poursuivi encore l'année prochaine en 4e, et ce jusqu'en 3e et éventuellement au lycée de Pointe-Boute où on aura sans doute une classe à horaire aménagé également en chant choral. Il y a eu un engouement des élèves puisqu'ils se sont pris vraiment au jeu. Et alors, les 5e qui jouent la pièce avaient déjà joué une pièce l'année dernière avec le spectacle qu'ils avaient préparé, qui était Clarisse au pays du swing. Et donc, ils avaient déjà eu une approche du spectacle, d'un spectacle avec de la mise en scène, etc. Donc, l'année dernière. C'est l'été. Elle se mit à chanter sans réfléchir. C'est l'été. Et en été, toutes les cigales chantent. Là, cette année, le projet il est plus axé sur le spectacle vivant. Donc, du coup, pour ce spectacle-là, on a pu travailler avec différents intervenants partenaires. Donc, la discipline de la danse, elle a été prise par M. Sylvain Mounetem, qui est aussi prof de danse au conservatoire ici à Koné. Il s'est occupé de la danse contemporaine. Ensuite, pour tout ce qui est théâtralisation, on a travaillé avec une maman d'élève qui était aussi comédienne. Et on a également fait intervenir un intervenant comédien qui s'appelle Wenich Biarouni, qui a travaillé aussi sur la mise en scène de ce spectacle-là, qui s'appelle Le Voyage de Chiriri. Et si c'était encore un piège de mon ennemi? Pour le metteur en scène, le fait d'être là, c'est aussi une joie de travailler avec les gamins, parce que c'est des gamins confondus, de toute ethnie. Et c'est ça qui me plaît, c'est de travailler avec eux, d'être tout le temps là, ils sont disponibles, ils sont ouverts, ils attendent qu'on leur donne du gâteau, c'est magique, quoi. C'est très formateur. Moi, j'attendais que, reflet de mon pays, il y a déjà le vent. Ok, on essaye à la fin de la chanson. À long terme, j'y crois à ces enfants-là qui ont, à partir de 5 mains jusqu'en 4e. Chacun d'eux a un potentiel, ils grandissent à leur niveau, ils prennent le temps. C'est ça que j'admire chez eux, c'est parce que c'est entre eux, ils se connaissent pas, mais en même temps, avec ce projet CHAM, ils se découvrent. Un feu. J'ai envie de travailler ça aussi parce que j'ai pitié de vous hier. J'ai pitié de vous, vous êtes trop figé. Et du coup, quand ça reste figé, ça bouge de partout. J'ai envie que le feu, vous faites ça. Essayez, tout le monde. Au début, c'est un petit feu. Vas-y, essayez, Valérie. Mon rôle à l'intérieur du projet CHAM, avec les enfants, je leur ai dit, c'est un grand travail d'observation. Un grand travail d'observation sur tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure dans la vie. Tout ce qu'on respire, le vent, le feu, on parlait du feu, de la fumée, de l'arbre, de l'eau. Toutes ces choses ont un sens. C'est ça qui fait que nous avons besoin de ces éléments. C'est parce que l'homme, il est en harmonie avec la nature. L'esprit chanteur décide de la tromper à nouveau. Il se transforme en roussette et se cache derrière l'arbre sous lequel elle s'est arrêtée. Tout le monde la regarde. Faut la regarder, faut voir la Et je devrais grimper jusqu'en haut et suivre cette ligne de montagne. Mais avec ce vent, c'est impossible. Rien n'est plus facile. Marche en reculant. Je n'y avais pas pensé. Merci. Ils ont plein d'imagination. Le fait pour eux, pour faire du théâtre, à un moment donné, quand j'ai remarqué, on parlait, ils se referment. Oh non, je leur ai dit tout à l'heure, en même temps, il n'y a pas de jugement. Dans le théâtre, on a droit à l'erreur. C'est pas du cinéma ou quoi que ce soit. Non, c'est du théâtre. Nous sommes libres. Et puis, voilà, je essaie de les mettre en confiance pour leur dire qu'ils sont capables. Vers là, essayez aussi d'aller par là, explore. Elle se retourne et s'aperçoit qu'elle s'était éloignée de la route. Et si c'était encore un piège de mon ennemi?
ça me fait plaisir d'être avec eux, quoi. Ils sont dynamiques, ils sont joyeux, ils jouent tout le temps. Faites ça, ici. Vous jouez partout? Là, je veux là, sur scène. Pour qu'ils voient que, ah ouais, je peux faire ça aussi. Je dis oui, mais attends, il faut y aller, quoi. Et en fait, c'est maîtrisé. C'est pas faire aussi de n'importe quoi. Non, c'est bien. Il faut qu'ils travaillent bien aussi dans le milieu du spectacle. Thierry fait donc comme dit Mouidi. Le chemin est long et éprouvant. Mais Thierry sait que si elle s'approche, elle sera récompensée. Pour atteindre l'endroit dont il a parlé Mouidi, Thierry doit grimper une haute montagne. Cela lui demande beaucoup d'énergie. Mais Thierry se montre courageuse. Elle en profite pour admirer la végétation et les paysages de son pays. Comme tout cela est beau. Ce spectacle du voyage de Thierry, c'est une création qui a commencé, cette aventure elle a commencé l'année dernière, en fin d'année. Cette année, on a décidé de pouvoir le retravailler, rentrer dans le détail, pour pouvoir après le mettre en livret et le proposer aux autres écoles qui voudront peut-être l'interpréter un jour. Avec nous, ils travaillent les chants, la danse, la présence scénique, la théâtralisation. Le sens et l'objectif qu'on veut donner à ces genres de classes à horaire aménagé musique, c'est d'abord la valorisation de soi. Parce qu'un enfant, quand on lui donne le cadre et les outils nécessaires à son expression, ça lui permet un développement intérieur, une prise de confiance en soi. Et donc, au fur et à mesure, ça lui permet aussi de faire des choix et assumer ses choix. C'est des choses qui servent dans la construction de l'être. On ne vise pas vraiment des objectifs à former des élèves, former des personnes qui peuvent être formatées ou robotisées, mais on préfère construire des êtres, des enfants qui grandiront avec cette perspective de pouvoir eux-mêmes choisir les choses qu'ils pourront développer dans leur vie. Bravo, tu es parvenu jusqu'ici. C'est bien, ta motivation va te permettre d'aller plus loin dans ton parcours. Tu dois aller retrouver Teach. Il t'attend au versant est du Mont Padier. Mais comment reconnaître l'est et l'ouest? Suis Koichan, l'étoile la plus lumineuse, et t'indiquera ton chemin. Merci, au revoir. Ce spectacle, il parle d'une cigale qui veut absolument apprendre à chanter. Parce que comparé à ses sœurs, elle ne chante pas. On sait que toutes les cigales elles chantent en été, sauf elle, Thierry, qui est une petite cigale qui vit sur le mont Katelupai et qui veut absolument apprendre à chanter. Donc pour cela, elle va rencontrer différents personnages qui vont l'aiguiller dans son parcours et qui vont l'accompagner jusqu'à qu'elle va visiter les différents pays dans son propre pays et qui au final va apprendre cette magnifique chose que c'est de chanter en été. C'était, j'en suis sûre. Elle se met à marcher dans sa direction sans la guider. Pour ce qui concerne la mise en scène du spectacle, on s'est beaucoup appuyé sur des personnes qui sont expérimentées, notamment les différents intervenants qui ont pu montrer leurs compétences et faire profiter ça de leurs compétences aux enfants. Mais on a aussi beaucoup sollicité la créativité des enfants. Et eux aussi, ils ont dû, par l'intermédiaire de l'appropriation de la scène et la théâtralisation de l'espace dans lequel évoluait cette petite cigale, ils ont été obligés de transposer le réel et l'imaginaire pour pouvoir le mettre ici sur scène et théâtraliser après. Donc ils ont été aidés, mais on peut dire aussi qu'ils ont beaucoup sollicité ils ont beaucoup fait participer leur créativité. Sur ce spectacle, il y a 75 enfants. Ils sont 75 sur scène. Au début, on pensait que c'était de la folie de faire ça sur scène pour déplacer tout le monde. C'est un vrai challenge. Et on y arrive parce que le fait de porter le projet, mais aussi de porter l'activité artistique, l'artistique en général, c'est convaincant en face. Et les enfants, ils arrivent à se mettre d'accord entre eux, travailler l'harmonisation des gestes, travailler l'harmonisation du groupe. Du coup, on arrive quand même à placer 75 gamins sur scène à condition qu'on leur laisse un peu d'interprétation et de liberté. Et ça fait partie de leur créativité aussi. Ils se prêtent au jeu et ça marche.
début du spectacle, au début de sa création, c'était l'envie d'aller plus loin, mais aussi la confusion, parce que les attentes, on ne les connaît pas. Du coup, au fur et à mesure, il faut aller dans le détail, peaufiner, enlever de la matière, réguler, façonner. Au fur et à mesure, ce qui est important pour eux, surtout dans ce domaine de création, ça leur permet à eux aussi de s'approprier le projet. Parce que c'est un peu comme si c'était leur bébé. Et du coup, ils le font grandir, ils le font grandir. Au fur et à mesure, ils sont habités par l'histoire. Plus tard, après, ils comprennent le sens profond de cette histoire-là. Un parcours pour une cigale qui veut apprendre à chanter et qui n'arrive pas tout à fait au début, mais qui va au bout de ses objectifs et arrive au final à les atteindre. Voilà donc une expérience formidable pour les élèves, mais aussi pour les adultes qui les ont encadrés. Donc, et on poursuit avec les dernières sorties de l'année, puisque c'est notre dernière quotidienne de l'année, enfin concernant la chronique Demandez le programme. Donc la saison culturelle touche également à sa fin, mais il y a encore quelques expos à voir, Chloé. Oui, alors comme chaque fin d'année, si vous cherchez des idées cadeaux ou simplement si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le travail et la passion de certains artisans locaux, c'est à Nouville que ça se passe. Alors c'est au Salon de Noël, organisé donc par l'Association des métiers d'art calédoniens à la Maison des Artisans. Et donc c'est tous les jours de 9h à 18h30 jusqu'à dimanche 21 décembre. Donc il y a des objets décoratifs en bois, en pierre, en nacre, en cuir, des bijoux fantaisie, des lapidaires, de la coutellerie artisanale, des vêtements en teinture naturelle et plein d'autres belles choses encore. Donc c'est là-bas que ça se passe. Et c'est l'occasion donc pour les artisans locaux de présenter leurs créations et puis pour nous de découvrir leurs belles œuvres. Hein. Donc n'hésitez pas. Ce sont les derniers jours de 9h à 18h30 à Nouville jusqu'à dimanche. Et entrée gratuite, donc on poursuit avec les expos. Oui, alors comme chaque année aussi, le Chevalet d'Art organise une rétrospective des artistes. Donc Francia Bois, Edith Boignet, Valérie Constanti, Lilith Dumont, Alain Menant, Éric Valette et Johannes Waono accrocheront donc au 6 messes de la galerie leur dernière réalisation à l'occasion des fêtes de fin d'année. Donc ça se passe au Chevalet d'Art, c'est jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 décembre exactement. Ok, c'est noté. Et on continue avec une autre expo, cette fois-ci à Vaud. Tout à fait, à l'écomusée du café à Vaud. L'exposition donc Kamalé d'hier à aujourd'hui est encore visible pendant tout le mois de décembre. Donc le musée nous invite à remonter les chemins du passé pour retracer l'histoire du site de Kamalé, situé donc sur les terres de la tribu de Webouyon à Gatop, où se trouve donc aujourd'hui l'écomusée. Donc après un résumé de l'histoire du peuplement de la Nouvelle-Calédonie et de la commune, vous pourrez découvrir donc l'histoire foncière de ce site, ainsi que le vécu des familles qui y ont habité de 1891 à nos jours. Voilà, donc il y aura différents supports qui vous seront proposés, des maquettes du site, des documentaires, un album photo et même des jeux pédagogiques sont au menu de cette visite pour permettre donc aux petits et aux grands d'appréhender ce sujet. Donc l'exposition est visible jusqu'au 31 décembre, donc c'est ouvert le lundi de 10h à 13h et du mardi au dimanche de 8h à 17h. Et on revient à Nouméa, donc avec une expo en immersion.
Oui, alors c'est le titre de l'exposition qui est présentée donc à la galerie La Belle Image par 2 apnéistes et binômes de plongée. Donc il y a Hervé Conrad qui est ophtalmologiste, alors il est passionné d'images et de photographie depuis longtemps. La photographie de nature, animalière et en particulier celle des oiseaux ont toujours été donc son sujet favori. Donc grâce à la pratique de l'apnée, il a pu découvrir la grande richesse et la biodiversité du lagon calédonien et donc il s'est lancé dans la photographie subaquatique et ensuite il est devenu donc ami avec Jean René et donc il partage avec lui la passion pour la beauté de la faune sous-marine et surtout pour la préservation de ce milieu. Et donc Jean René est le deuxième apnéiste et photographe qui participe à cette exposition. Hein, tout à fait, alors il s'appelle Jean René de Leforterie et c'est donc un amoureux du lagon depuis tout petit. Donc après une absence du territoire pendant 18 ans, il est revenu donc avec une grande soif de plongée et donc pour lui la beauté exceptionnelle du pays se passe surtout sous l'eau, au-dessous du niveau de l'eau. Donc la lumière, les couleurs, les formes de vie sous-marines le fascinent. Donc les clichés lui permettent de figer cette beauté et voilà, de la ramener à terre pour la savourer. Donc il aime aussi partager ces images de notre patrimoine pour le plaisir des yeux, mais aussi parce que ça participe à la préservation, à la prise de conscience écologique. Donc il vous propose une exposition d'une 40aine de photographies qui vous plongera dans ce plus grand lagon du monde jusqu'au 24 décembre à la galerie La Belle Image. Et on reste à Nouméa pour une autre exposition, donc une exposition de 2 artistes locales, et je dis locales parce que, car ce sont toutes les 2 des femmes. Tout à fait. Alors depuis le 15 décembre, ce sont 2 expositions distinctes dans les 2 salles de la galerie Artebello. Donc la première, de ci, de là, le regard du peintre, ou les clins d'œil de Caroline de Groiselle en petit format. Donc cette expo offre un éventail de petits coups de cœur colorés et joyeux qui illustrent donc des paysages variés du pays. Donc cette terre et cette mer que l'artiste aime tant découvrir et puis surtout retranscrire à travers ses pinceaux. Donc l'exposition dure jusqu'au 27 décembre en salle 1. Et la deuxième exposition? Alors la seconde s'intitule Symbole d'Isabelle Staron-Tutugoro. Donc depuis 1996, cet artiste inspire des symboles des pétroglyphes, des bambous gravés kanak, des tapas océaniens et des poteries lapita, comme on a déjà eu l'occasion de le voir dans son portrait diffusé récemment dans cette même chronique. Et donc Isabelle Staron-Tutugoro nous restitue donc ces symboles sur papier ou sur toile. Et donc vous pouvez venir découvrir ces sérigraphies et l'inogravure artisanale en salle 2 de la galerie Artebello et c'est jusqu'au 15 janvier 2015. Et on finit avec une dernière expo qui se déroule à la Province Sud à partir d'aujourd'hui sur l'échange. Tout à fait, dans le cadre du festival Les Couleurs de Deva, le hall de l'hôtel de la Province Sud accueille donc une exposition des communautés intitulée Échange. Voilà, donc en fait ce sont 2 expositions qui se répondent, qui sont le fruit d'un travail sur 12, réalisé donc avec 12 communautés historiques de Nouvelle-Calédonie. Donc d'un côté il y a une exposition patrimoniale qui met en lumière donc les légendes, les histoires associées donc à des objets ou à des plats symboliques qui sont offerts ou échangés lors de cérémonies dans chacune de ces cultures. Et puis d'un autre côté, il y a une exposition photographique, artistique, d'inspiration libre, qui est donc signée du collectif Triptyque. Et donc elle prend appui sur la première exposition patrimoniale et elle propose des tableaux de mise en scène en fait de chacune des communautés, des 12 communautés. Et donc l'exposition débute aujourd'hui. Voilà, donc c'est aujourd'hui que ça commence. C'est une exposition qui met en lumière donc des objets d'échange et puis des traditions orales qui leur sont attachées. Jusqu'à quand elle est visible? Alors jusqu'au 8 janvier 2015 dans le hall d'accueil de l'hôtel de la Province Sud de 8h à 18h du lundi au vendredi et en accès libre. Voilà, merci Chloé. Et c'est là-dessus qu'on finit cette chronique. C'était la dernière de l'année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et un petit message aux téléspectateurs puisque c'est ta dernière chronique de l'année. Oui, ça a été un réel plaisir, Élise. Je pense que, j'espère que ça a été partagé. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, bonnes vacances à ceux qui ont des vacances. Voilà, donc on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle programmation culturelle. Voilà, c'est la fin de cette émission, de cette chronique plutôt. Donc je retrouve Mara pour la rubrique La Science et nous. Bonjour Marin. Bonjour Élise, bonjour à tous. Comme toutes les espèces, les humains exploitent leur environnement pour en retirer les ressources dont ils ont besoin pour survivre, évidemment. Seulement, l'exploitation que nous, les humains, on fait du monde, ça surpasse de loin celle des autres espèces, j'ai envie de dire. C'est sûr qu'on le voit de loin, qu'il y a des humains sur cette planète. Et oui, alors, on a quand même nos raisons. Essentiellement, on va dire que ce phénomène résulte de 3 causes. Donc, premièrement, on a des techniques plus avancées que les autres espèces, même si quelques-unes utilisent des outils, aucune n'atteint notre
autre niveau de sophistication, il faut le dire. Bon, au début de l'histoire de l'humanité, on avait des outils, des instruments manuels qui ne pouvaient pas faire grand mal, on va dire, donc qui causaient des dégâts, mais de façon beaucoup plus locale que de nos jours. Ça allait encore. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus pareil. Hein. Et oui, aujourd'hui, on a la capacité de perturber des régions entières. Avec les techniques modernes, on peut aplanir les montagnes, on peut détourner les cours d'eau. C'est quand même pas rien comme modification de l'environnement. Enfin voilà, contrairement aux autres espèces, on a acquis ce pouvoir de modifier notre monde assez facilement et surtout assez rapidement. Et relativement n'importe comment, hein, surtout. Bon, oui, c'est vrai. Donc, première cause de ça, nos outils perfectionnés. Ensuite, c'est la croissance extrêmement rapide de notre population, il faut le dire, qui augmente aussi l'impact qu'on a sur la Terre. C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. Oui, on se reproduit à une grande vitesse. Selon les estimations, la population humaine mondiale aurait atteint le milliard en 1804. En 1927, on était 2 milliards et 3 milliards en 1960. Actuellement, on est plus de 7,2 milliards, je ne connais pas le chiffre exact, et on sera très nombreux, 9 milliards sûrement en 2050. Et déjà, les activités les plus minimes au niveau individuel, ça prend une ampleur pas possible quand on les rapporte à l'ensemble de l'humanité. Comme quand on gaspille l'eau, hein, chacun chez soi, au bout de compte, si tout le monde fait pareil, bien, c'est un énorme gaspillage mondial. Voilà, c'est exactement ça, le principe. Et puis, troisièmement, c'est nos habitudes de consommation qui jouent un rôle sur le devenir de la planète. Alors là, on connaît le refrain, hein, les nations les plus riches consomment le plus de ressources et génèrent le plus de déchets. Donc, ces trois facteurs conjugués, c'est pas le top, on va dire, pour l'impact qu'on a sur notre planète. C'est sûr qu'entre la pêche, l'exploitation forestière, l'agriculture, l'urbanisation, l'industrie, ça fait beaucoup à supporter justement pour la Terre, mais tout de même réduire au maximum justement l'impact des activités humaines sur l'environnement, c'est ça la ligne de conduite en fait, hein, désormais dans une grande majorité des pays. Oui, de plus en plus on voit que les pays signent des accords et s'impliquent dans la protection de la planète. C'est quand même un élan mondial, cette envie de protéger notre planète chérie. Par exemple, au Brésil, à Rio de Janeiro, où les gens en plus du culte du corps vouent aussi un culte à leur voiture, il faut le dire, des mesures sont mises en place pour réduire l'impact sur l'environnement. Lesquelles? Réponse en images, on regarde. Cette semaine, dans Urban Visions, nous sommes à Rio de Janeiro, au Brésil. Rio qui, comme toutes les grandes villes, doit faire face à une urbanisation croissante. Et emmener les gens d'un bout à l'autre de la Cidade Maravilhosa n'est pas chose facile. L'une des nouvelles solutions de transport les plus innovantes ici est le réseau de téléphériques. Il y en a 150 et ils transportent plusieurs dizaines de milliers de personnes quotidiennement sur les hauteurs des favelas. De quoi réduire un déplacement d'1 heure à seulement 15 minutes. Les locaux ont droit à un aller-retour gratuit par jour. La ville compte bien étendre son réseau de télécabines dans les années à venir. Mais quand il s'agit de se déplacer, les cariocas, les habitants de Rio de Janeiro, aiment beaucoup leur voiture et ils ont une arme secrète, l'éthanol, un biocarburant tiré de la canne à sucre. L'éthanol est devenu très important au Brésil après le choc pétrolier dans les années 70. À l'époque, le Brésil ne produisait pas suffisamment de pétrole et les prix ont grimpé en flèche. Le pétrole est mélangé avec un quart d'éthanol. Les véhicules légers ne roulent plus à l'essence pure, ils utilisent exclusivement de l'éthanol ou un mélange spécial. Mais l'éthanol a tout de même souffert des fluctuations du marché et Rio de Janeiro a dû considérablement réduire les taxes sur le secteur. L'État de Rio de Janeiro consomme 5% de l'éthanol produit au Brésil, mais il n'en produit que 0,5%. Nous avons donc lancé un programme pour stimuler la production d'éthanol afin de progresser vers l'autosuffisance. La baisse des prix du pétrole a aussi joué sur la demande d'éthanol et le Brésil a aussi découvert de nouveaux gisements de pétrole. Mais cela va-t-il vraiment changer la mentalité des Brésiliens et la popularité des voitures multicarburants ? Le Brésil devrait s'en tenir à l'éthanol pour une raison bien simple, le changement climatique. L'utilisation d'éthanol n'endommage pas l'atmosphère autant que le pétrole. Selon les experts, les biocarburants pourraient représenter plus d'un quart des moyens de transport d'ici 2050.
Une grande partie de cet éthanol devrait provenir du Brésil et des États-Unis, mais de nouvelles techniques sont aussi développées, comme obtenir des biocarburants avec des déchets. L'Europe a été la première à développer des biocarburants à partir de déchets et à soutenir cette politique de développement. Récemment, une délégation brésilienne a visité mon usine en Allemagne et ils voudraient se diversifier en se basant sur le système européen. Avec un marché mondial énergétique imprévisible, des pays comme le Brésil ont compris qu'il faut rester ouvert à tout. Voilà, il y a un effet tendance aussi. Si tout le monde s'y met, les entreprises comme les particuliers. De plus en plus, ouais. Il y a même des salons qui sont organisés et consacrés entièrement justement à toutes les innovations en lien avec la protection de l'environnement. Par exemple, en début de mois, du 2 au 5 décembre, se tenait le salon Pollutech à Lyon, qui a pour objectif de réunir les professionnels du monde entier pour présenter en fait les solutions technologiques qui vont permettre de réduire l'impact de l'homme sur son environnement. En gros, la grand-messe annuelle de la technologie verte, 100 000 m² d'exposition, où les mots recyclage, valorisation énergétique, durabilité ou encore efficience ont été sur toutes les lèvres. 100 000 m², ça a l'air énorme comme manifestation. Est-ce qu'il y a des inventions qui sont un peu sorties du lot, des choses intéressantes? On peut dire que il y a eu des présentations intéressantes, puisque tout de même 2300 exposants pour cette édition 2014. Alors parmi tout ce qui a été présenté, on peut parler par exemple d'un système qui a été développé par une société française, un système d'écoute portatif qui est destiné à traquer les fuites d'eau potable dans les collectivités. C'est vrai que c'est un vrai problème, les fuites. Il y a beaucoup de pertes justement sur les réseaux de distribution d'eau. Alors comment ça fonctionne leur truc? Alors en fait, le système il est composé d'une pointe qui est en fait un micro très très sensible qui est relié à des écouteurs. Donc la pointe est enfoncée sous terre et elle amplifie plus de 4000 fois les vibrations de l'eau. Et une fois que les fuites sont repérées, elles sont cartographiées sur un ordinateur portable. Et si le son qu'on reçoit est aigu, ça signifie que la fuite est petite. Par contre, si il est grave, ça veut dire que la fuite est importante. Il faut quand même avoir une bonne oreille alors pour que ça fonctionne. Et oui, c'est sûr, là, dans ce cas-là, la technologie ne fait pas tout. C'est un peu, au bout de ce système, il faut qu'il y ait quelqu'un avec une vraie sensibilité auditive qu'on pourrait comparer en fait au fameux nez dans la parfumerie ou alors encore les oreilles d'or. Donc ça, ce sont les officiers qui sont chargés d'écouter les bruits qui proviennent de l'extérieur du bateau ou du sous-marin. En tout cas, ça fait plaisir qu'on a encore besoin des humains dans ce monde de robots. Ils n'ont pas d'oreilles d'or comme nous. Non. Donc, une autre innovation marquante peut-être? Mais écoute, oui, il y a quelque chose qui m'a interpellée, dont j'ai envie de vous parler un petit peu quand même. C'est un système pour désinfecter l'eau avec de l'énergie solaire. Tout ça grâce à un tissu intelligent. D'accord, mais comment ça marche? Surtout que ça paraît un peu bizarre. Oui, je te le concède. Énoncé comme ça paraît bizarre. Mais en fait, ce tissu, quand il est traversé par l'eau polluée à la lumière du jour, il va capter sur sa surface les micropolluants, donc les rejets les résidus médicamenteux, les pesticides, et puis aussi les micro-organismes, donc virus, bactéries et champignons. Et puis ensuite, il va les dégrader par photolyse, c'est-à-dire en concentrant les ultraviolets de la lumière solaire. Le pouvoir du soleil, c'est puissant aussi. Et puis, il y a plein de champs d'application pour ça. Oui. Et ça devrait justement être intéressant, justement, ce salon quand même. Ah oui, ça devrait être intéressant. Ça te dit d'y aller, Élise? Allez, c'est parti. Direction Lyon, le salon Pollutech et toutes ses innovations. On regarde. Le monde de ce que l'on appelle désormais la technologie verte s'est retrouvé à Lyon. Plus de 2000 exposants venus d'une trentaine de pays ont présenté leurs produits et compétences dans le cadre du salon Pollutech. Quelles sont les nouveautés cette année à Pollutech ? Les innovations présentées cette année sur le salon sont bien sûr à destination des marchés de l'environnement et de l'énergie. Il s'agit de solutions plus performantes, mais également plus durables, à destination de secteurs tels que la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la production d'énergie renouvelable, la gestion des risques, la qualité de l'air et plus largement le développement durable. La société française Armor est venue présenter un panneau photovoltaïque souple. Son avantage principal est de pouvoir être installé sur de nombreux supports différents. La nouveauté, c'est que c'est un film solaire qui transforme la lumière en énergie. À la différence d'un panneau solaire qui est lourd, 8 kg du mètre carré et rigide, qu'il faut mettre en surface plane, celui-là est souple, flexible et léger, donc quelques centaines de grammes du mètre carré. Et ça permet de l'apposer
sur des surfaces, par exemple, courbes, comme un lampadaire, pour pouvoir apporter de l'énergie, de la lumière. Exemple, vous voyez le film sur ce lampadaire, on applique la lumière, ça crée de l'énergie sans aucun passage de câble électrique. Menekes, autre société française, a présenté une innovante station de recharge pour véhicules électriques. Après s'être identifié grâce à une carte, l'utilisateur peut contrôler la charge avec son smartphone et suivre ses statistiques de consommation d'énergie. Il peut ainsi activer la recharge pendant la nuit, soit pendant les heures creuses. Parfois, lors de la collecte d'ordures, les camions tombent sur des conteneurs qui sont pratiquement vides, ce qui représente une perte de temps et d'énergie. Dans ce cas, des capteurs permettent de comprendre si un conteneur est plein ou non. Jusqu'à présent, le ramassage des ordures ménagères est organisé en suivant un parcours bien précis. Les conteneurs sont régulièrement vidés, parfois sur une base quotidienne, qu'ils soient pleins ou non. Le corollaire étant donc des coûts superflus et souvent des conteneurs qui, eux, débordent littéralement. Une société finlandaise, Enovo, a mis en place un système de capteurs qui sont reliés à une plateforme analytique dans un cloud. Celle-ci génère alors un parcours idéal de collecte que le chauffeur du camion poubelle reçoit directement dans sa cabine. La batterie de la voiture est-elle simplement plate ou définitivement morte? Pour répondre à cette question, la société française Ecobatech a mis au point ce testeur qui, en quelques secondes, donne soit un feu vert pour une simple recharge, soit un feu rouge pour un changement définitif. Le testeur pourrait être installé dans des lieux publics. Lutter contre les inondations, c'est ce que propose une société française, RCY. Elle a mis au point des protections flexibles d'une hauteur variable et comprises entre 30 cm et 2 mètres de haut. Des protections dont la mise en place peut être rapide. Alors comment ça marche? Donc on a des tubes qui sont remplis d'air dans un premier temps et qui sont remplis d'eau par la suite et qui sont mis les uns sur les autres. On peut entourer des bâtiments, on peut entourer des maisons. Donc en fin de compte, on arrête l'eau par l'eau. Voilà, et plus de 60 000 visiteurs apparemment pour cette édition 2014. Ouais, bah, ça ne m'étonne pas, hein, quand même c'est intéressant. Moi j'adorais le côté où on recharge les batteries. Enfin, si ça dit que c'est plein ou c'est pas plein. J'aime bien ce système, j'espère qu'en Nouvelle-Calédonie ça va arriver. Donc il n'y a pas une dernière invention intéressante dont tu voudrais nous parler aujourd'hui? Allez, une petite dernière pour la route, des drones aquatiques que vous allez pouvoir voir à l'écran dans un instant, qui étudient la qualité de l'eau. Alors vous voyez, ça ressemble un peu à un petit aéroglisseur. Donc alors la société créatrice, elle en a présenté deux au salon qu'ils ont surnommés Duck et Swan, donc canard et cygne. Ils servent à quoi, cygne et canard? Alors leur mission principale, c'est de dresser une cartographie des cours ou des étendues d'eau tout en effectuant des prélèvements qui vont être utiles aux analyses de la qualité du milieu aquatique. Ensuite, grâce à ces prélèvements, eh bien, les experts vont pouvoir analyser entre autres le pH, le taux d'oxygénation par exemple de l'eau. Mais ça change quoi par rapport à des prélèvements manuels? En fait, d'une part, ils sont pilotés à distance, donc déjà, il n'y a pas besoin de se mettre dans l'eau polluée, toute sale et tout. Donc c'est dirigé avec une tablette tactile. Ou bien alors, ils sont en pilote automatique, carrément, avec un parcours prédéfini auparavant. Et d'autre part, en plus de la caméra et des capteurs dont ils sont évidemment équipés, ils ont aussi une surcoque stérile pour éviter en fait toute contamination du milieu et des échantillons. Donc l'avantage de cette façon, eh bien, c'est que les prélèvements peuvent être répétés à plusieurs reprises dans une même journée et puis surtout sur plusieurs sites différents. Donc on gagne du temps, c'est vrai qu'il faut aller vite pour inverser le cours des choses et sauver la planète. Merci Mara, et puis écoute, c'est ta dernière chronique de l'année 2014. Alors est-ce que tu as un message aux téléspectateurs qui nous suivent fidèlement? Oui, bien sûr, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses au cours de cette chronique La Science et nous. Et puis, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai l'année prochaine. Bonnes vacances à tous. Ainsi s'achève donc cette émission, la dernière de l'année 2014. Donc, ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir présenté donc la quotidienne durant
toute cette année. Donc un réel plaisir de vous apporter beaucoup d'informations, que ce soit dans le social, dans la santé, dans l'éducation, la formation, ainsi que dans le culturel ou encore au niveau de l'environnement. En tout cas, je vous retrouve dès l'année prochaine pour la fameuse première semaine, donc pour la spécialité Papouasie-Nouvelle-Guinée qui commencera le 5 janvier. En tout cas, pour l'heure, je vous souhaite donc de bonnes fêtes, un joyeux Noël et une bonne année. Au revoir à tous.